Pour les personnes en ligne, on va commencer dans quelques instants. Merci de votre patience. Voilà. Bonsoir à tout le monde, également aux personnes qui sont en ligne de nous avoir rejoints pour cette conférence pépinière. Je suis Isabelle Margot-Catin, je suis professeure associée ici à la HETSL dans la filière ergothérapie et également responsable d'un axe pratique innovante dans le réseau Occupation humaine et santé, le réseau OHS qui nous accueille ce soir. Ce réseau a pour but de produire de la connaissance sur le lien entre les occupations humaines que nous faisons tous les jours et la santé. Et nous avons également 3 axes dans ce réseau. Un axe sur l'évaluation, un axe sur le transfert de connaissances et un axe sur les pratiques innovantes. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit la conférence de ce soir. Et j'ai également quelques informations pratiques à vous transmettre. La conférence va s'organiser ainsi. Il y aura une présentation de 30 minutes environ par nos 2 orateurs, puis environ également 30 minutes de questions et de discussions. Et les personnes qui sont en ligne peuvent également inscrire leurs questions dans le chat ou prendre la parole de manière, avec leur micro. Les questions dans le chat seront relayées directement dans la salle, donc on aura connaissance de vos questions à ce moment-là. Également pour les personnes qui sont là sur place, nous avons un apéritif qui est prévu dans la salle d'à côté. Donc vous êtes tous les bienvenus. Pour ce soir, nous avons une thématique pertinente, intéressante, sur l'ergothérapie aux soins intensifs. Et les 2 orateurs sont Morgane Gertsch, qui est ergothérapeute depuis 2015, diplômée de la HETSL, qui travaille au CHUV et qui a fait son master en sciences de la santé, en orientation ergothérapie. Et Philippa Moniz, qui est aussi ergothérapeute au CHUV depuis 2016, avec un diplôme du Portugal. Je vous laisse la parole. Oh. Donc, je vais commencer la présentation. Donc, le plan pour aujourd'hui, au début de la présentation, on va commencer par un petit défi pour vous, mais ne vous inquiétez pas, c'est rien de très, très complexe. Après, on va aussi vous présenter un peu le contexte où on travaille, que, comme vous savez déjà, c'est le service intensif du CHUV. On va aussi aborder les conséquences d'une hospitalisation aux soins intensifs. On va aussi aborder les interventions qu'on fait en ergothérapie. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement comme thérapie? Et à la fin, on aura une petite conclusion avec les messages à retenir et puis un moment d'échange. Voilà, comme je vous ai dit, le petit défi, je vous invite à scanner le code qui est là. Et donc, si vous pensez à ergothérapie sans intensif, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vient en tête? Donc, vous pouvez écrire un mot, 2 mots. Les participants qui sont en ligne sont aussi invités à le faire. Donc, on vous donnera quelques
instants pour faire ça. N'écrivez juste pas des longues phrases parce qu'après ça split tous les mots de la phrase et ça donne vraiment n'importe quoi. Ouais, plutôt des mots-clés. Quand vous pensez à ergothérapie et soins intensifs. Est-ce que ça fonctionne Ça, pour tout le exactement, monde? est-ce que ça marche? Ouais. Ok. Il y a le code qui est écrit, il n'y a pas toujours besoin du code selon comment vous accédez, mais Ouais, donc on va voir le résultat. Donc on a déjà quelques mots. Cothérapie, très bien. Positionnement, prévention des escarres, d'arco, mobilisation précoce, très bien. on dirait qu'il y en a qui sont... Vous avez étudié la leçon avant de venir. Confort, très bien, ouais. Trouver, ouais, des fois on doit trouver, chercher. Interpro, excellent. On va parler de ça aussi après. Ça fuse. Prévention. Mise en Les mots les plus grands sont ceux qui ont été cités le plus de fois. Donc positionnement quand même. Positionnement, c'est intéressant, on y reviendra dans la présentation. Ouais, et sinon, Sinon, il y a plein de choses qui sont... prévention, mobilisation, interpro, sans personnel, moyens de communication. Bon, du coup, on voit qu'il y a une assez bonne représentation déjà de ce qui est fait, ce qui peut être fait. Il y a des gens qui ont encore plein d'idées. On va gentiment reprendre la suite. Merci pour votre participation. Je ne crois pas qu'on a mis des choses Ouais. Hors contexte. hors contexte. Ouais. En tout cas. Ouais, tu peux passer. Donc là, je présente, c'est un exemple d'une unité où on travaille. Donc à gauche, vous avez les desks infirmiers. Et en haut, vous avez les écrans avec les surveillances des paramètres vitaux des patients. Les desks, c'est un endroit qu'on profite des fois pour faire nos notes de suivi, mais c'est aussi un endroit privilégié pour parler avec l'équipe interpro, comme les infirmiers, les physios et des fois même le médecin. Et puis à droite, on a un exemple d'un box qui est vide. Et puis, il y a des box avec des fenêtres, comme c'est le cas de celui-ci. Il y a des box qui n'ont pas de fenêtre, mais il y a toujours un système pour simuler la lumière du jour. Et puis, après, il y a le matériel standard. Donc, il y a toujours un ordi, une télé, la cigognière au plafond. Et puis après, côté ventilateur, côté perfusion. Mais Morgane, il vous montrera ça après, plus précisément. Donc, pour que vous ayez une idée du contexte où on travaille, donc le service, il est composé par 35 lits et le nombre traité de patients par année, c'est d'environ 2000 avec un taux d'occupation de 87% et la durée moyenne de séjour de 6 jours. Donc, ça en général, et maintenant plus important en ergothérapie, nous on a un 50% dans le service, donc ce qui fait une présence quotidienne d'une demi-journée du lundi au vendredi. Donc, c'est très avantageux pour nous et je pense pour les équipes. Et puis, donc nous, on est 3 ergos, donc Morgane, Elinda et moi, et puis après, on a aussi une ergo spécialisée brûlée. Voilà.
Donc, en gros, aux soins intensifs, on a deux types de patients différents. On a des patients court séjour qui restent vraiment très, très peu de temps. Normalement, c'est des patients qui ont subi une opération cardiaque, par exemple, et qui restent uniquement pour une surveillance de 24 heures à 48 heures, et puis après, ils partent. Et nous avons aussi les patients long séjour, que des fois, c'est des patients qui font des séjours très, très longs avec des mois de présence aux soins intensifs. Ce qui est important peut-être à savoir, c'est que nous, on intervient plutôt chez les patients long séjour et on vous expliquera après pourquoi, un peu plus tard dans la présentation. Donc, dans ces graphiques, vous avez un peu une idée de combien de jours un patient long séjour est considéré. Donc, on peut constater qu'il y a plus de patients qui restent plus de 7 jours que des patients qui restent plus de 14 jours, heureusement. Et puis ici, vous pouvez voir la filière d'origine dans laquelle les patients sont catégorisés à l'entrée. Donc, on a en premier, donc en gris, avec 27% la médecine interne, notamment avec les chocs septiques. Et ensuite, nous avons avec à peu près un plus d'un tiers tout ce qui est cardiologie, chirurgie cardiovasculaire, avec les ACR, donc les arrêts cardio-respiratoires et toutes les autres problématiques cardiaques. Et avec 10%, on a la neurochirurgie avec les TCC et toutes les hémorragies intracrâniennes. Et ce qui est important peut-être à retenir, c'est qu'un tiers des patients, ils vont développer ou présenter une polyneuropathie des soins intensifs et qui vont présenter une faiblesse musculaire très, très importante acquise dans ce contexte. Là, on vous a mis une photo d'un patient qu'on a suivi en ergo. On a pris cette photo parce que c'était un patient où on pouvait présenter à peu près tous les appareils qui existent pour un patient. Donc, vous voyez, il y a les perfusions sur le côté qui sont en plus ou moins grand nombre en fonction du patient. Après, en noir, en haut, vous avez le scope où il y a tous les paramètres vitaux qui sont suivis en continu. À droite du lit du patient, vous avez le ventilateur, donc qui peut ventiler le patient soit en ventilation invasive ou non invasive, avec un tube ou sur une trachéo. Après, vous avez une machine où il y a un petit peu de verre dessus, ça c'est les dialyses chez les patients. Et puis la dernière des machines qui est un peu cachée à gauche de la dialyse, ça s'appelle une ECMO, donc c'est une machine qui permet de remplacer le cœur et les poumons du patient de manière temporaire. Voilà. Donc là, vous avez à peu près la panoplie complète de ce qui peut être mis en place chez des patients. Même si on sait dans la littérature qu'il y a plein de bénéfices à faire de la rééducation précoce aux soins intensifs, puis que c'est sécuritaire, il y a plusieurs auteurs qui décrivent qu'il y a des obstacles quand même à cette rééducation précoce. Et puis on peut les catégoriser dans 4 grands groupes, on va dire. Il y a des obstacles liés au patient, un patient instable par exemple, ou qui a une fracture de la colonne. Après, il y a des obstacles plus liés aux professionnels et au contexte, à la culture, on va dire. Par exemple, la crainte de mobiliser les patients, ou des choses comme ça. Il y a aussi des obstacles plus institutionnels et structurels. Ça, c'est typiquement le manque de personnel ou de matériel adéquat. Et puis, il y a des obstacles plus en termes de processus. Ça, c'est plus quelque chose en termes d'organisation. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour identifier les patients chez qui on peut faire de l'ergothérapie, etc. Après, nous, concrètement, le fait de ne pas avoir vraiment de locaux aux soins intensifs ou aussi de ne pas pouvoir faire l'ensemble des visites médicales, c'est une des contraintes qui existent. Mais on a mis aussi en place des pistes pour répondre à ces problématiques. Par exemple, maintenant, tous les mois, on présente aux nouveaux soignants des soins intensifs qu'est-ce qu'on fait en ergothérapie, comme ça ils arrivent aussi à nous identifier. Le fait qu'on ait des moments fixes où on va aux soins intensifs, ça permet aussi un petit peu de structurer ça. Et le fait qu'on soit peu d'ergo à intervenir, on est plus facilement identifié que si on était une équipe de 20 ergo.
Maintenant, on va vous parler des conséquences d'une hospitalisation aux soins intensifs. Vous pouvez bien l'imaginer, un patient qui est hospitalisé, ben, il peut avoir un grand nombre de conséquences. Il y a des conséquences plus physiques, des conséquences mentales et des conséquences sur la cognition. Et puis, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est toutes les conséquences qu'il y a aussi sur l'entourage au niveau de leur santé mentale. Et puis, comme Philippa le disait avant, il y a une des conséquences qui est décrite beaucoup dans la littérature et qui est importante, qui est la faiblesse musculaire, en général liée plutôt à l'immobilité. Elle est importante parce qu'elle touche un tiers des patients qui sont hospitalisés, mais elle est aussi importante parce qu'elle a des impacts à court et à long terme sur les activités quotidiennes et puis aussi sur la qualité de vie. Et puis, c'est deux choses qui, comme Ergo, nous intéressent particulièrement. Comme on est au réseau OHS, on va quand même parler occupation. Donc, si on met les lunettes occupationnelles, on va dire, il y a d'autres conséquences qu'on peut relever. La première des conséquences qu'il peut y avoir, c'est toutes les injustices occupationnelles. Ça peut être la disruption, donc je vous rappelle, c'est une perturbation temporaire, une déprivation, ça c'est une perturbation avec un effet sur le plus long terme, ou même chez certains patients, une aliénation occupationnelle, donc cette expérience finalement prolongée où le patient il se sent déconnecté, il se sent isolé, un peu vide, puis il perd le sens de son identité. Il y a une étude de Carlson qui montre que certains patients ils décrivent vraiment cette perte de contrôle sur eux-mêmes et sur leur situation en raison en fait de leur degré de dépendance qu'ils ont, donc de dépendance plutôt physique. Et puis, on voit qu'il y a vraiment une rupture avec les occupations habituelles et puis que ça peut se faire sur du court terme, mais aussi sur du beaucoup plus long terme. Donc, un patient, comme Philippa disait avant, court séjour, qui reste 24-48 heures en surveillance, qui va après aller dans l'étage quelques jours, qui potentiellement peut rentrer à la maison après, il a finalement cette injustice assez courte. Par contre, si on pense à des patients qui ont un traumatisme crânien et qui ne vont jamais finalement retrouver leur état d'avant, ce sera des impacts beaucoup plus longs, voire même à vie. Une des deuxièmes conséquences possibles, c'est le déséquilibre occupationnel. Ça, on le voit chez à peu près toutes les situations aux soins intensifs. Et puis, il y a un impact plus ou moins important et puis une gestion de ce déséquilibre pour retrouver l'équilibre occupationnel qui est plus ou moins compliqué. Ça touche bien sûr le patient, mais aussi toute sa famille et tout son système. Il n'y a pas longtemps, on a suivi un patient qui est un jeune père de famille qui a fait un accident de la route et puis qui, au fil du séjour, a développé un AVC avec une aphasie sévère. Donc, vous pouvez bien imaginer que tout son système familial, il a été chamboulé. Et puis aussi, finalement, tout son système plus large parce qu'il était membre d'une association, tous les amis, etc. Et puis, c'est quelque chose qui est soudain, qui est inattendu. Donc, finalement, personne ne peut se préparer à ce changement-là. Et puis, on a un impact sur les rôles, finalement, qui vont devoir être repris, en tout cas pour certains, au pied levé. Donc, ce papa qui était hospitalisé, il gardait ses enfants une fois par semaine, il faisait la cuisine pour toute la famille tous les jours. Donc là, on ne peut pas mettre en suspens ces rôles-là. Et puis, on voit qu'il y a des rôles plus ou moins faciles à mettre en suspens. Puis, ça demande finalement à tout l'entourage de retrouver un équilibre qui est différent d'avant. Et puis, ce que la littérature, elle souligne, c'est que la famille, elle a souvent de la difficulté à poursuivre ces routines du quotidien. Ça semble aussi important de rester attentif justement aux conséquences de ce déséquilibre occupationnel parce que ce qu'on sait aussi, ce que la littérature, elle nous dit, c'est que l'équilibre occupationnel, il est lié à la santé, il est lié au bien-être et à la satisfaction. Et donc, quand on a de manière conséquente à une hospitalisation un impact sur cet équilibre, on peut avoir des conséquences assez importantes. Et finalement, comme autre conséquence qu'on peut avoir d'une hospitalisation, c'est tout ce qui est de la transition occupationnelle. Alors, ce concept, il est un peu lié aux précédentes, finalement. Et puis, il a du sens comme ergo. On a un rôle à jouer dans l'accompagnement, finalement, de cette transition occupationnelle, que ce soit à court ou à long terme, d'ailleurs, chez le patient et ou son entourage. Parce
aux soins intensifs, c'est souvent un peu tôt pour savoir si le patient il pourra rejouer du saxophone dans son groupe de jazz ou pas. Mais en tout cas, on peut planter déjà des petites graines sur une potentielle transition par rapport à ça. Donc maintenant, en termes d'intervention en ergothérapie, nous, on l'a divisé en 3 catégories. Donc, profil professionnel, positionnement et rééducation précoce en activité concrète. Puis maintenant, on va voir en détail chacune. Donc, le profil occupationnel, comme vous le connaissez déjà bien, nous, au soins intensifs, des fois, on le fait beaucoup avec la famille. Et puis après, c'est le standard. On divise en personnes, environnement et occupation. Et peut-être qu'un aspect qui diffère un peu de la démarche habituelle, c'est que des fois, on fait le profil occupationnel après quelques jours, la première rencontre, parce que des fois, on n'est juste pas certain que le patient il va survivre. Et des fois, le patient n'est pas bien assez éveillé ou il n'a pas une communication efficace. Et puis, des fois, voilà, on rapporte un petit peu l'élaboration du profil occupationnel, mais dès qu'on le peut, on le fait. Si le patient ne peut pas le faire, on le fait avec la famille. Et puis, en termes, juste rapidement, en termes de positionnement, on fait le basique positionnement couché au lit ou assis au fauteuil ou au bord du lit. Voilà. On a vu avant que le positionnement il ressortait beaucoup dans le petit jeu, on va dire. Donc vous avez raison. Après, il faut vraiment garder cet esprit que le positionnement il a pour but de permettre la participation aux activités et que c'est pour ça qu'on le fait. Un des axes d'intervention, c'est toute la rééducation précoce en activité concrète. C'est la partie qu'on préfère comme ergo. Et puis, premièrement, on la préfère parce que les patients, ils apprécient, puis ils voient du sens finalement à commencer à de nouveau être acteurs de leurs activités de tous les jours. Et puis, ils sont souvent motivés à retrouver cette indépendance-là. Il y a beaucoup de patients qui ont l'impression en fait, de perdre le contrôle sur leur vie et puis de leur redonner cette indépendance-là. Ça permet de leur redonner un peu d'estime d'eux-mêmes, c'est ce qui est décrit dans la littérature, et puis de retrouver du sens. Donc, voilà. Puis en parlant de sens, on va toujours essayer de prendre des activités significatives du patient, puis si possible aussi de faire amener le matériel personnel du patient. Voilà, et puis une autre raison pourquoi on aime beaucoup faire des activités concrètes, c'est peut-être par esprit un peu de contradiction pour tous ceux qui nous disent que c'est pas possible. C'est aussi que avant qu'on soit présent quotidiennement aux soins intensifs, on était appelé essentiellement pour du positionnement. Et puis, dans l'optique de développer l'ergothérapie aux soins intensifs, j'ai fait le travail de master sur la faisabilité et les interventions ergo soins intensifs. Puis, pour notre plus grand bonheur, on a vu que quand on est sur place et qu'on peut sélectionner les patients et puis mettre les objectifs finalement qu'on souhaite, on voit qu'il y a une plus grande proportion de thérapies qui sont dédiées aux activités de la vie quotidienne qu'au positionnement. Et puis, il y a un article assez intéressant d'Estes et Pierce qui date de 2012 qui mentionne que dans ce contexte-là, les ergos, ils essayent au maximum d'utiliser des pratiques basées sur les occupations parce que, de un, c'est plus satisfaisant et c'est plus gratifiant pour eux. Mais ils ont aussi remarqué que c'est plus motivant, plus compréhensible et plus bénéfique pour les patients et leur entourage. Après, ce qui est aussi dit, c'est que c'est une pratique qui est plus difficile à appliquer, mais qui apporte finalement beaucoup de bénéfices. Concrètement, on réalise diverses mises en situation d'activités du quotidien. Par exemple, ici, on vous a mis quelques photos. L'utilisation du téléphone pour écrire un message à ses proches, pour écouter de la musique, l'utilisation de la tablette pour lire le journal, faire des jeux, etc. La photo de gauche, c'est la seule qui n'est pas tirée de nos pratiques à nous. Et puis, sinon, il y a tout ce qui est aussi des activités plus de loisirs. Là, vous voyez une patiente qui voulait faire une salade de fruits.
On peut aussi préparer un café, un thé, des muffins, enfin plein de choses. Il y a une autre patiente qui est une ancienne couturière et qui continuait à coudre tous les jours. Du coup, on a mis aussi en activité couture. Et puis, on a un jardin thérapeutique qui nous permet de sortir pour soit jardiner pour ceux qui aiment jardiner, qui nous permet d'aller faire plus des activités de loisirs ou bien d'amener les animaux des patients. Et puis, on ne l'a pas illustré ici, mais bien sûr, tous les soins personnels, c'est aussi des activités qu'on réalise. Et puis, on a eu assez souvent des patients qui nous disaient « mais vous imaginez même pas comme juste me laver les dents tout seul, ça me fait du bien ». Là aussi, ça nous montre que finalement, on a une place qui est toute réservée pour nous. Dans notre intervention, mais aussi plus globalement aux soins intensifs, il y a un des concepts occupationnels qui ressort pas mal, c'est les co-occupations. Alors les auteurs, ils définissent de manière plus ou moins différente, mais je crois qu'ils sont tous d'accord sur le fait de dire que c'est des occupations qui impliquent deux personnes ou plus. Et puis, il y a Peirce qui amène quelques petites précisions en disant que ce n'est pas forcément partagé dans le lieu, ni partagé dans le temps, que ce n'est pas forcément non plus partagé dans l'intention ou dans le sens. Et puis, si on doit donner un exemple, quand on joue avec un enfant, on va faire une co-occupation jeu, mais une fois qu'il est au lit le soir, on va ranger tous les jouets qu'il y a dans le salon. Ce sera aussi une co-occupation, mais qui ne sera pas partagée dans le temps et peut-être dans l'intention aussi. Dans la littérature, ce qu'on constate, c'est que le sujet des co-occupations, il est surtout décrit en pédiatrie, parce que finalement, les parents, ils ont une place logique avec leurs enfants, comme ils auraient aussi à domicile. Et puis, ce qu'on sait aussi sur les co-occupations, c'est qu'elles peuvent être avec 2 ou plus de personnes. Et puis, si on se recentre sur les soins intensifs, du coup, on peut avoir des co-occupations qui mettre en interaction le patient et les soignants, ou plus largement peut-être le personnel aussi de l'hôpital, donc c'est tous les soins, toutes les thérapies, ou alors quand la femme de ménage va discuter un peu avec le patient. Il peut y avoir des co-occupations entre le patient, l'entourage et les soignants, c'est typiquement tout ce qui est des colloques ou des prises de décision, que ce soit en simultané ou en différé. Ça peut aussi être des thérapies, et puis on voit que certaines fois, quand il y a des enfants en bas âge et qu'on va au jardin, ça permet justement cette triade entre le patient, son entourage et l'équipe soignante. Ce que la littérature, elle montre, c'est que les familles, elles ont besoin d'être proches physiquement de leurs proches. Et puis, je pense qu'on a un rôle assez important à jouer pour inclure justement l'entourage dans les soins et dans les thérapies, vu que c'est quelque chose que les familles ont besoin. Un autre aspect important et intéressant qui est soulevé par la littérature, c'est que pendant l'hospitalisation, il y a des co-occupations qui apparaissent ou qui sont modifiées. Elles peuvent être imposées et des fois contraires aussi aux occupations d'avant. Et puis, comme certaines études le montrent, c'est que si le patient il est encouragé à participer dans certaines activités de soins et qui sont considérés comme membres à part entière de l'équipe, finalement, il aura une meilleure récupération et puis il va se sentir mieux. Et ce qu'on constate, c'est que les co-occupations, selon leur objectif, soit elles peuvent limiter l'indépendance, soit elles peuvent la favoriser. Du coup, quand l'infirmière fait la toilette à la place du patient, on va limiter son indépendance. Par contre, quand on inclut le patient dans la prise de décision, ça va augmenter son autonomie. Puis pendant toute la présentation, vous avez pu voir qu'on peut être occupationnel à plusieurs niveaux si on se base sur le travail de Fischer. Donc on peut être centered quand on a notre vision d'ergo qui nous fait toujours penser aux occupations. Donc typiquement quand on fait le positionnement et qu'on dit je le fais pour qu'il puisse participer à sa toilette ou se laver les dents tout seul. On peut être focused quand on fait le profil occupationnel. On ne va pas mettre le patient directement dans l'occupation, on ne va pas l'engager dans l'occupation, mais on va parler de ses occupations, puis on peut être based si on entraîne ses activités quotidiennes avec le patient et qu'on l'engage dans l'occupation. Alors idéalement, on essaye de tendre pour une pratique où on est dans... Et puis, c'est pas toujours facile, mais
On essaie. Et donc, en mode conclusion, ce qui nous semble important à retenir, c'est que d'avoir une approche occupationnelle aux soins intensifs, c'est possible, même si le contexte il est très spécifique. Que la vraie limite, c'est nous. Et ce qui est important, c'est de garder toujours notre perspective d'ergothérapeute et n'importe le contexte dans lequel on travaille, il faut oser. Et que finalement, il y a des nombreux concepts occupationnels liés à la pratique de l'ergothérapie dans ce contexte spécifique. Et ça, c'est une des raisons des plus pour que nous ayons une place privilégiée et qu'on fasse développer notre pratique dans ce contexte. Pour terminer, on va vous montrer une vidéo qu'on aime bien avec Philippa, et qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Malheureusement, C'est pas chez nous, alors. De rendre assez heureux les soignants. Voilà. On a terminé. Merci de nous avoir invités, de nous avoir écoutés. Adieu Morgane, je ne sais pas si j'ose prendre la parole, il y a déjà des questions. Il y a des questions dans la salle, mais on peut y aller avec les questions en ligne. Je ne sais pas si j'ose. Oui, vas-y, je t'entends. Salut Morgane, donc c'est Grégory. On s'est croisés il y a quelques années à Lausanne, au Grand Brûlé notamment. Je suis physio-intensiviste, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Et puis, je suis responsable physio-ergo de l'hôpital de Sion. Je remercie déjà de la thématique parce que je trouve que c'est tout à fait d'actualité et clairement à promouvoir. Donc, bravo déjà pour ça et merci à tous les deux pour votre présentation. Nous, on fait exactement la même chose à Sion, d'essayer d'implémenter d'emblée l'ergothérapie aux soins intensifs. J'ai une question concernant la formation des ergothérapeutes par rapport à l'intervention clinique. Selon toi ou selon vos expériences à tous les deux, quelle serait un peu la nécessité, le besoin de connaissances en termes d'équipement, en termes de médication, en termes de pathologie, pour estimer être entre guillemets suffisamment sécuritaire pour intervenir? C'est délicat, je suis à l'école d'ergo avec plein de profs dans la salle. On fait une pierre trois coups, c'est très bien. Donc peut-être la première réponse à ça, c'est que depuis cette année, on donne un cours, on va dire, d'introduction aux premières années ergo sur la pratique ergo aux soins intensifs, avec une partie théorique et une partie d'atelier, où on essaie justement de parler de l'intervention et aussi du matériel qui est en place. Du coup, je pense que c'est un premier pas. Après, je sais qu'en physio, vous avez des formations continues pour ça. Alors, pourquoi pas développer ça dans l'avenir chez les ergos? Est-ce que ça répond à ta question, piège? Non, voilà, ce n'est pas piège du tout. Hein, c'est parce que j'essaie justement de donner en local des formations pour les ergos pour essayer de les intégrer et de rendre finalement le service un peu moins hostile. Et puis, c'est pas facile pour moi justement de cibler vos besoins sans aller trop loin, mais suffisamment loin quand même. Alors, c'est vraiment une question qui me turlupine depuis un moment. Après, en effet, quand on arrive aux soins intensifs comme ergo, on va dire novice aux soins intensifs, c'est quelque chose qui est impressionnant. Et puis, on a, je pense, peur de faire mal les choses. Et puis, je pense que d'être sur le terrain et d'être coaché pendant une durée, pas juste de 2 jours, ça peut être déjà une piste pour rassurer les ergos et qu'ils se sentent armés par rapport à la prise en charge des patients. On continue. Merci beaucoup.
Voilà, donc tout le monde m'entend super. Pour la suite, donc c'est ouvert aux questions. Merci Philippa, merci Morgane au nom du réseau HS. Donc les questions dans la salle, je vous donne volontiers le micro. Les questions aussi aux personnes en ligne, n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à rédiger vos questions dans le chat et je les relais avec plaisir. Alors, sinon moi j'en ai un, ne vous inquiétez pas. Il y a une question dans la salle. J'ai une remarque parce que je connais aussi un peu le milieu. Moi, je travaille aussi dans les soins intensifs, mais pédiatriques en ergothérapie au CHUB. Et puis nous, ce qu'on remarque aussi en ergothérapie, c'est que tu dis la limite, c'est nous, mais c'est aussi les équipes. Et bah, maintenant, je pense qu'effectivement, le fait que vous ayez une présence vraiment soutenue et continue, ça aide énormément. Mais c'est vrai que nous, on a la difficulté inverse, c'est qu'on intervient au compte-gouttes. Et puis des fois, on n'est pas identifié. Et suivant ce qu'on fait, on nous dit « Ah, c'est génial, c'est trop bien. On voit que l'enfant, il arrive à faire plein de choses et tout. » Et en fait, c'est oublié en allez, une semaine peut-être. Et puis, on doit recommencer à zéro. Et puis, voilà. Quels sont les conseils que vous auriez pour qu'on puisse un peu plus peut-être reconnu et proactif dans ce genre d'unité? Je réponds. Peut-être de vous mettre en lien avec les ICLS. Ça, je pense que c'est une bonne piste. Nous, on a un bon lien avec les ICLS des soins intensifs. Infirmiers cliniciens spécialisés. Voilà. Parce que normalement, eux, ils connaissent bien les patients parce qu'ils font, c'est juste, ils font les visites médicales. Donc, ils connaissent bien les patients de toute l'unité. Et donc, eux, ils arrivent mieux à identifier les patients qui pourraient bénéficier de l'ergothérapie. Je pense que ça, c'est une bonne piste. Et après, il y a toujours voilà, les cadres, le médecin. Mais ça, je sais que c'est plus... l'accès, il est plus difficile des fois. Mais je pense que peut-être commencer par les ICLS, c'est une bonne piste. Ils sont plus accessibles et peut-être que ensemble, vous pouvez même mettre en place des projets. Voilà. Pour compléter, moi je dirais qu'il y a encore peut-être deux choses. Là en ce moment, on est en train de travailler sur des critères de demande ergo qui passeront probablement par les infirmiers chefs d'unité qui ont aussi une vision plus globale sur le service pour juste leur rappeler à quoi on sert. Et puis l'autre chose, je pense, c'est qu'il faut... Enfin, c'est un travail de tous les jours et puis qui va continuer, je pense, très longtemps. On a vu avec l'étude qu'on a fait pendant le travail de master, ça avait appris à beaucoup de monde à quoi on servait, puis à nous appeler, entre guillemets, plus correctement. Il y a eu le Covid, juste après, heureusement pour moi. Et en fait, il y a eu beaucoup de tournus, les gens ont un peu oublié pendant ce temps-là. On intervenait toujours pendant le Covid, mais de manière peut-être plus large. Et puis, on a dû recommencer après. Et je pense vraiment aussi que depuis qu'on fait les formations aux nouveaux arrivants tous les mois, c'est une super porte d'entrée parce que c'est ceux qui sont vers les patients qui commencent à savoir qu'est-ce qu'on fait puis à nous appeler. Donc, voilà. Merci. Merci Milly. Julie, c'est en lien? Sinon, j'ai une autre question en lien. On reste, non, mais on reste avec ce qui... Oui, à peu près. Merci. Très, très en lien. Donc, Julie, ergothérapeute en pédiatrie au HUG, et on intervient aussi aux soins intensifs. Avant, j'ai travaillé aussi aux soins intensifs Covid, voilà, chez les adultes. Moi, j'ai une question un petit peu pratico-pratique. Comment vous arrivez à maintenir une information, par exemple sur un positionnement pour une activité quotidienne, pour qu'elle puisse passer en fait dans les équipes et rester présente? Parce que nous, on a ce gros problème-là, c'est-à-dire que si on passe pas tous les jours, l'information se perd, même les photos se perdent. Et voilà, si vous avez des petites astuces, je prends volontiers. Joker, on passe à l'apéro. Bon, nous, je pense que vous faites la même chose, mais on essaie de bien documenter avec les notes de suivi ce qu'on fait. Mais on sait que des fois, voilà, il n'y a personne qui lit nos notes aussi. Mais on essaie bien de documenter. Après,
voilà, je pense qu'on fait ça de manière assez systématique, c'est qu'à la fin de chaque séance, on fait un retour, des fois au physio qui est dans l'unité, mais aussi à l'infirmier qui s'occupe du patient. Et parce que des fois, c'est le même infirmier qui est le lendemain, c'est le même. Et bon, comme ça, on essaie de passer le message de cette manière-là. Tu as une autre idée? Moi, je dirais qu'on essaye de transmettre l'info à plus qu'une personne qui potentiellement ne sera pas le même le lendemain. Il y a aussi les photos, etc., mais qui disparaissent parfois. Et puis, peut-être un espoir, c'est qu'on a changé de système informatique où on a nos notes, et que maintenant, nos notes, elles sont sur un écran où il y a toutes les notes médicales, infirmières, ergo, physio, etc. Donc, ça ne demande pas d'aller cliquer pour chercher la note ergo, mais elle est sous les yeux de tout le monde. Donc, peut-être que c'est une porte d'entrée aussi, plus difficile à mettre en place quand il y a un système informatique qui est là. Peut-être que ça nous aidera. Julie, c'est bon? Satisfaite? Merci Morgane et Philippa. Il n'y a pas de solution miracle. Je profite de poser ici une question de l'Assemblée à distance avec Thérèse qui vous demande quels sont les critères qui justifient la prise en charge d'un patient aux soins intensifs. Donc, je pense qu'elle veut dire qui justifie la prise en charge en ergothérapie aux soins intensifs. Je n'ai jamais été aux soins intensifs, mais je n'imaginais pas qu'une personne en capacité de coudre puisse être aux soins intensifs. Il y a plusieurs réponses à la question. Du coup, les patients aux soins intensifs, ça va d'un patient qui est sédaté, curarisé, donc qui ne va ni nous répondre, ni bouger, ni quoi que ce soit. Pour ce type de patient, on va plutôt être appelé pour du positionnement et de la prévention avec du positionnement. Ça sera notre porte d'entrée pour la suite quand il va pouvoir être réveillé. Sinon, il n'y a pas vraiment de sens de faire autre chose en ergo. Et puis, après, il y a un panel de patients, vraiment de patients qui ne sont pas éveillés jusqu'à des patients comme nous ici dans la salle. Typiquement, un patient qui s'est fait opérer du cœur et qui est en surveillance 24-48 heures, il est presque comme nous, avec de la fatigue et une intervention lourde qu'il a, mais en soi, il a des capacités physiques, cognitives et mentales qui sont similaires. Et du coup, ce panel-là de patients, ça fait que des fois, on a des patients avec qui on peut faire justement une salade de fruits ou de la couture, mais ce n'est pas forcément tous les patients avec qui on va pouvoir faire ça. Il y a des fois des patients où on va faire de la guidance physique pour juste réapprendre à se laver le visage. Je ne sais pas si je vous ai complété. Typiquement, les patients qui font des longs séjours, il arrive un moment que, par exemple, si on a un patient ça fait 3 mois qu'il est aux soins, et puis que ça fait un mois qu'il est réveillé, et que ça fait un mois qu'on a commencé la rééducation, au bout d'un moment, ce patient, il va avoir quand même, il va pouvoir faire pas mal d'activités avec ses bras, ses mains. Et donc, mais le patient, il reste parce que peut-être qu'il a une condition respiratoire qui ne le permet pas de quitter les soins intensifs. Des fois, il y a une condition qui retient le patient aux soins intensifs, mais ce patient peut être très bien éveillé et avoir quand même une fonctionnalité des membres supérieurs que permettre au patient de faire pas mal de choses. En parlant du coup des critères, je ne sais pas si c'était les critères ergo ou médicaux, je ne suis pas médecin intensiviste, mais il y a des choses qui font que le patient doit rester aux soins intensifs. Il y a une certaine dose de certains médicaments qui font que ça demande une surveillance aux soins intensifs et pas ailleurs. Il y a tout ce qui est aussi ventilatoire, un patient intubé, il doit rester aux soins intensifs ou avec une certaine quantité de ventilation, etc. Merci, parce qu'avant, vous avez dit quelque chose du genre, quand on arrive, depuis qu'on peut sélectionner avec nos critères, ça va mieux l'ergothérapie. Donc, vous choisissez, en fait, vous arrivez dans le service, vous choisissez les personnes avec qui vous voulez faire de l'ergothérapie. Comment ça se passe? Pas tout à fait. On a souvent une demande qui vient de l'équipe. Très souvent, les physios sont des bons alliés pour identifier. Et puis, après ça, selon la demande, on va pouvoir faire notre propre évaluation, puis partir sur
finalement les besoins du patient que nous, on a identifié, pas forcément uniquement ce qui a été identifié par les collègues. Et puis quand j'ai dit ça, c'était par rapport à l'étude du master. Donc on était vraiment dans 2 unités et puis on faisait la visite avec les médecins et les infirmiers. Donc à ce moment-là, on avait un œil sur quel patient il y avait et du coup, l'identification des patients qui avaient un besoin ergo était plus aisée que quand on compte sur l'équipe interprofessionnelle. J'ai pas seulement de questions en ligne. J'y vais? Ok. Delphine nous demande quels sont vos moyens pour orienter les patients et les réafférenter au réel, en parenthèse, panneaux d'orientation, photos de la famille. Comment vous mettez-vous en contact avec l'entourage car les heures de visite sont courtes? Bon, chez nous, les familles, elles peuvent rester quand même toute l'après-midi de 13 à 20 heures, je pense. Donc, et justement, on profite des après-midi, des fois pour faire les profils occupationnels, pour intégrer la famille dans la prise en charge ergo. Et voilà, on profite vraiment d'eux pour avancer dans la prise en charge. Ouais, on leur demande les affaires personnelles, des photos de la famille, s'il y a un objet que le patient, il est plus, comment dire, exactement. Donc, ouais, je sais pas si... Bah ouais, du coup, les moyens de réafférenter, c'est vraiment le matériel personnel, des photos de la famille. Ça peut être une horloge ou un téléphone qui montre l'heure. C'est le fait de rappeler à chaque personne qui vient où il est, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Et puis les horaires de visite, en effet, c'est de 13h à 20h, mais maintenant, aux soins intensifs, selon la situation, il y a aussi possibilité que les horaires soient un peu aménagés. Donc un patient qui serait désorienté, agité, où on voit que quand il a un proche auprès de lui, ça l'apaise. Ils ne sont pas fermés aux heures de visite strictes. Donc si ça permet qu'un soin soit fait ou qu'une thérapie soit améliorée, il y a moyen quand même qu'on négocie les heures de visite. D'accord, merci beaucoup. Toujours pas de questions ici? J'en ai encore plein. Oui. Je prends juste une question de la salle. Donc, Emmanuel, j'ai été ergo il y a quelques années aux soins intensifs et puis je me posais une question. Vous n'avez pas parlé de la motivation. Puis je voulais savoir si ça sortait quand même un peu dans les études parce que moi je trouvais assez fascinant quand on venait pour la première fois. Bon, on les avait très tard, mais on leur faisait faire une activité qui avait vraiment du sens. Peut-être ça faisait un mois qu'ils n'avaient pas fait. Et puis on voyait qu'il y avait tout d'un coup de nouveau de l'espoir, puis beaucoup de motivation qui revenait. Et puis ça sort dans les études ou pas du tout? Ouais, bah, j'ai un peu abordé en parlant du sens. C'était ce qu'il y avait derrière. Donc, ils voient du sens à faire leurs activités. Ils ont une estime d'eux-mêmes qui va augmenter et finalement, c'est quelque chose qui va les motiver et que ce soit quelque chose de concret. Eh ben, ça ressort aussi que justement, quand on les met dans quelque chose qu'ils connaissent et qui est concret, ils voient plus de progrès et de sens à ce qu'ils font. Ouais. Ok. On a encore une question de Valentine, qui est ergothérapeute en réanimation à l'hôpital Nord de Marseille, qui vous remercie pour votre présentation très intéressante, très important. Elle veut savoir si vous interveniez sur les troubles de la déglutition. Elle dit qu'elle a une grande majorité de patientes et de patients avec trachéo et qui développent des troubles de la déglutition, difficile après de proposer une activité en lien avec l'alimentation, alors que la motivation serait beaucoup plus importante, surtout vu la qualité gustative des repas proposés. Smiley qui a une goutte. Soyons honnêtes. Au CHUV, mais c'est hôpital dépendant. Ceux qui font la déglutition aux soins intensifs, c'est les physiothérapeutes. Du coup, nous directement, on ne fait pas de la déglutition pour la rééducation de la déglutition. Par contre, on peut très bien faire des cothérapies quand c'est du brossage de dents pour de la prise de repas, si on sait qu'il y a des choses particulières auxquelles il faut faire attention. Donc, ça nous arrive assez fréquemment de faire une cothérapie pour que le patient puisse manger un yogourt ou boire. Donc pour tout ce qui est déglutition, mais aussi parce que là, il y a Chloé, elle demande si vous travaillez justement beaucoup en binôme avec les physiothérapeutes et elle pose l'accent pour les mobilisations et positionnements. Ça va un peu dépendre de
l'objectif, mais on fait relativement beaucoup de cothérapie. Après, ça peut être des cothérapie avec physio ou alors avec les infirmiers aussi pour tout ce qui est du positionnement. Ça va un peu dépendre du patient et de comment il va être mobilisé. Je dirais que la plus-value que je vois, tu me corriges si jamais, mais pour les cothérapies avec les physios, ce sera plus pour de la rééducation. Finalement, un positionnement au fauteuil qu'on va réaliser par exemple en mettant le patient avec la cigogne, on n'a pas vraiment besoin d'un physio pour nous aider à ce moment-là. Après, si on veut, s'il y a un objectif d'entraînement des transferts, on va pouvoir collaborer avec eux pour travailler dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup. C'est une pluie de questions ici. Comment je fais maintenant pour les sélectionner vu le temps qui nous reste? C'est pas sympa. Hein. Dans l'ordre, du coup, encore une question de Sophie et après on verra. Pour les personnes dans la salle, après il y aura tout le temps d'apéritif pour poser encore plein de questions. C'est l'avantage hein, de les garder en otage avec nous tout ce temps. Donc Sophie, quelle est la démarche évaluative pour cibler les besoins prioritaires pour le patient dans ce contexte? J'ai pas fini. Quels sont vos outils d'évaluation et les adaptez-vous au regard de la fatigabilité éventuelle du patient? Je pense qu'on n'a pas vraiment un outil. Ce qu'on fait, on fait le profil occupationnel, puis on essaye de comprendre les habitudes et qu'est-ce que c'est vraiment significatif pour le patient. Vous disiez beaucoup avec la famille. Hein. Oui, quand il peut pas, quand le patient il peut pas, prioritairement avec le patient, mais si c'est un patient, s'il n'est pas assez bien éveillé ou qu'il n'a pas la communication efficace, on le fait avec la famille. Et moi, je priorise, je pose mes objectifs surtout en sachant quelles sont les activités qui sont plus significatives pour les patients et je commence par ça en fait. On va clairement lui demander si un patient il s'en fiche de pouvoir se raser seul, finalement à ce moment-là, mais qu'il va absolument pouvoir écrire des messages ou appeler ses proches, on va axer sur ça. Si, des fois, on a des patients qui aiment bien jardiner, donc nous, on a un jardin, donc on essaie d'organiser une visite thérapeutique au jardin, et puis on met le patient à arroser, à être en contact avec le jardin, avec l'activité. On n'a pas vraiment d'outils, une échelle, on ne le fait pas. Après, on a des outils qu'on a en tête, qu'on va utiliser par-ci, par-là. Typiquement la grille du HAMS, sans l'appliquer telle qu'elle, mais comme une grille de lecture ou d'autres. Merci beaucoup pour ces précisions. On a encore une question de Valentine. Vous avez parlé d'intégrer le patient à l'équipe en le rendant acteur de certains soins. Est-ce que vous auriez des exemples? Merci. Beaucoup. Hein. Je ne sais pas si je fais une thérapie avec un rasage avec le patient, une thérapie et que je vois que ça se passe bien, que le patient est capable de le faire, qui est efficace, qui est sécuritaire. Moi, je vais transmettre ça à l'infirmier, au physio, et puis on essaye que l'équipe soignante puisse poursuivre ça dans les jours prochains. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Ça demande des fois beaucoup de travail parce qu'on doit répéter la même chose à 2-3 intervenants, mais on essaie de faire passer le message que non, le monsieur X, il est capable de se raser, donc il faut le laisser faire et pas le faire à sa place. Il reste encore une culture assez prononcée, mais ça change gentiment. Mais il y a en général un infirmier, une infirmière pour un patient. Du coup, ils ont tout le temps pour ce patient. Dans les étages, ils ont 7 patients. Du coup, finalement, c'est encore un peu dans cette culture-là de faire à la place, mais ça tend à changer quand même. Est-ce qu'on y va avec une dernière question? Et après, moi, j'en aurai encore une dernière. Ah, super, Julie. De toute façon,
On va juste dépasser de 5 minutes vu qu'on a commencé 5 minutes en retard. Très bien. Est-ce que vous mettez en place des outils de communication et si oui, lesquels? Alors oui, on met des outils de communication en place parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Et quoi, on a un peu une panoplie de possibles. Il y a les tableaux de lettres, soit l'alphabet standard, soit l'alphabet issu plutôt des patients locked-in syndrome. Il y a des lettres en fait qui sont placées en fonction de l'occurrence dans les mots. Il y a aussi par pointage. Il y a un carnet de communication au CHUV qui a été fait par les logos qu'on peut utiliser avec des pictogrammes. Sinon, de temps en temps, on essaye avec des applications. C'est en général pas ce qui marche le mieux. Il y a le oui-non. Il y a le oui-non qu'on met en place, qui est souvent le plus efficace, mais qui est déjà fait. Et voilà. Les collègues qui ont travaillé au CHUV avant, si on oublie quelque chose, vous criez. Ok, merci. Du coup, je prends, comme je l'avais annoncé, une dernière question quand même de l'audience à distance avec Édouard, qui est ergothérapeute au centre intensif de l'hôpital Erasme à Bruxelles. Bonjour la Belgique. Donc, il demande, agissez-vous sur la prévention des PICS, en parenthèse syndrome post-USI, je ne sais pas. Oui, soins intensifs. Et également sur le délirium. Du coup, sur le délirium, oui, c'est tout ce qui est, on a dit avant, de la réafférentation du patient, donc de lui dire où il est, qu'est-ce qu'il a eu, qui on est, quelle heure il est, quel jour on est, ça fait partie de ça, et puis de réafférenter dans les activités connues avec du matériel connu, ça va aussi aider à la gestion du délirium. Pour la prévention des PICS, c'est plus difficile à dire si on a un impact dessus ou pas, j'ai l'impression. J'ai l'impression que nos interventions voudraient que ça puisse aider pour la suite, mais à ma connaissance, on n'a pas de recul sur si ça aide vraiment ou pas. Merci à vous deux. Il y a une pratique assez courante dans ce genre de conférence, c'est qu'en fait, à la fin, on met notre adresse email. Ouais, on n'a pas mis. Est-ce que ça vous dérange si je mets vos deux adresses maintenant dans le chat? Vas-y. Par exemple, Adéline, désolée, on saute votre question, mais voilà, comme ça, vous pouvez le réécrire directement. Il y a encore 4 minutes, si tu veux. On a commencé 5 minutes en retard. Ok, on dirait qu'ils en redemandent. Donc, Adéline, vous demandez, est-ce que vous avez parfois des difficultés à avoir une limite claire entre les missions ergo et physio? Très bon. Moi, je ne le sens pas. Parce que je sais très bien les objectifs que j'ai derrière ce que je fais. Donc, pour moi, c'est très clair. Je vais répondre un peu dans le sens de Philippa, mais j'ai envie de dire que s'il y a une zone grise, finalement, on doit profiter de cette zone grise et arrêter de faire des zones physio-ergo, parce que finalement, si le physio, avant d'aller marcher, il fait attacher les lacets au patient, eh ben, tant mieux, comme ça, j'aurai pas ça à travailler avec lui, et puis j'aurai l'opportunité de travailler autre chose. Et puis si le physio, il fait le transfert le matin pour que le patient il puisse aller manger le midi au fauteuil, puis que moi, après, comme ergo, même si c'est pas mon job principal, je fais le transfert l'après-midi pour qu'il puisse jouer aux cartes avec sa femme, il aura fait 2 fois le transfert, on aura entraîné ça, on lui aura permis de manger et de jouer aux cartes. Du coup, pensons plutôt équipe interpro que sectorisée, et du coup, cette zone grise, profitons-en. Merci beaucoup donc, pour les personnes à distance. Je rappelle que je viens de mettre dans la discussion les deux adresses de Philippa et Morgane. Je me permets donc de poser une ultime question. Mais parce que figurez-vous que cet après-midi, on s'est rencontré avec les collègues du réseau Occupation Humaine et Santé pour parler justement pratiques innovantes et on s'est posé la question de la durabilité des pratiques ou de quelle manière est-ce qu'elles restent en fait une fois qu'on les implémente. Désolé, j'ai un souci. Est-ce qu'elle résolve? Ma question est la suivante. Vous disiez que maintenant
vous essayez de former les personnes, les jeunes ergots quand elles arrivent dans l'équipe. Si maintenant vous partez du CHUV, d'un coup, les deux, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous pensez que ça reste au CHUV, l'ergothérapie aux soins intensifs au CHUV? L'ergothérapie aux soins intensifs du CHUV, c'est la question. J'ose espérer. Du coup, si on parle les deux, il y a Elinda qui... Elinda. Elinda, elle part aussi. Non, j'ose espérer que ça reste et on va dire que politiquement, ça sera obligé de rester vu qu'on a un pourcentage dédié pour les soins intensifs. Et après, de comment ça reste, ça c'est une grande question parce que je pense que chacun, on a les collègues qui ont un peu initié cette prise en charge au tout début qui sont là et je pense qu'elle a déjà évolué depuis le tout début. Après nous, elle continuera à évoluer. Alors après, est-ce que ce sera une pratique moins occupationnelle ou est-ce qu'on sera encore plus occupationnel après nous? C'est difficile à dire, mais je pense qu'en soi, ça devrait rester. En tout cas, j'espère. Je pense que ça serait quand même difficile pour le service de se trouver sans les ergos, sans la présence ergo. Je pense qu'ils seraient très, très embêtés par ça. Et je pense qu'après, il y aurait des conséquences. Oui, parce qu'en termes de spécificité disciplinaire, on y est. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ce que vous faites. Voilà. Rien n'est infaisable. Si on regarde dans d'autres hôpitaux, on sait qu'il y a une certaine partie de choses que nous, on fait, qui sont faites soit par les infirmiers, soit par les physios. Et on sait qu'il y a un grand nombre d'hôpitaux encore romans et suisses-allemands qui n'ont pas d'ergo. Et les patients, je pense qu'ils survivent autant que chez nous. Donc après, ça dépend peut-être aussi de la prestation que l'hôpital veut donner aux patients et le qui fait quoi du moment où c'est fait. Mais je pense quand même qu'on a une plus-value, sinon on ne serait pas là. Donc il y a un futur pour ces approches. J'espère. Et pour l'approche occupationnelle en soins intensifs. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup, Morgane. On a mis les références les plus pertinentes et puis on mettra peut-être nos mails sur le PowerPoint aussi, mais n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, remarques, suggestions. On a l'habitude de faire ce qu'on fait, mais on est ouvert à ouvrir plus nos horizons. Encore une fois, merci au nom du réseau AHS. On vous réinvitera, n'est-ce pas? Et puis merci aux personnes à distance. Merci au public ici. Et je me permets juste un tout petit coup de pub. La prochaine conférence au AHS aura lieu ici même le 3 octobre sur la question du Mélanie Levasseur, une chercheuse du Québec de Sherbrooke, viendra nous parler du programme Remodeler sa vie. Voilà, vous avez toutes les... N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. Restez connectés. Abonnez-vous à notre newsletter. Et voilà, place à l'apéritif. Merci. Attends.